Attila part avec la grande armée assiéger Orléans et conseille à Oreste d'établir son camp sur les champs cataloniques. C'est une plaine immense ayant un diamètre de plus de 150 km. Attila est passé par la partie nord de cette plaine sur le chemin de Metz à Reims et Paris. Il admirait alors l'étendue des champs, ressemblant aux steppes natales, et a ordonné de laisser les détachements de la cavalerie et des troupeaux afin de créer une base pour sa cavalerie au bord de la Marne. Oreste installe le camp principal au centre des camps cataloniques, à l'endroit de la fusion de la Marne et de l'Ornain. Il aménage aussi une ancienne grande fortification celte au nord. Pendant le siège d'Orléans, Attila y envoie se reposer une partie importante de sa cavalerie, fatiguée de la traversée des contrées boisées. Oreste s'occupe avec succès de la gestion des territoires occupés et de l'approvisionnement de l'armée. Il forme des convois composés de chariots chargés des trophées, des butins et des tribus et les envoie en unis. Loup, évêque de Troyes, vient le saluer dans son camp. C'est un homme grand et beau, rapide dans ses mouvements malgré ses 68 années. Il déclare avec une sincérité dans la voix: « Je vous exprime la neutralité de ma ville dans le conflit qui oppose Attila et Essius. Nous espérons que notre ville ne sera pas prise lors du retour de l'armée de votre empereur. L'exemple de Paris nous encourage. Je connais Geneviève depuis son enfance. C'est une femme vraiment extraordinaire. Je l'ai vue pour la première fois, en 429. Germain, évêque d'Auxerre, et moi étions en route pour la Grande-Bretagne. Envoyé en mission apostolique par le pape Célestin pour combattre l'hérésie pélagienne, repousser les Scots et Pictes au nord des limes romains. Nous avons passé quelques jours à Nanterre, dans la belle villa des riches parents de Geneviève. Elle avait à l'époque 7 ans. C'était une fille très intelligente et d'une grande ardeur religieuse. Nous l'avons bénie et Germain lui a donné un crucifix d'argent. Vous étiez donc les fléaux de Dieu pour ces hérétiques et païens de la Grande-Bretagne ? L'évêque tressaillit de ce tournant inattendu de la conversation, car il sait mieux que les autres que la propagande romaine essaye de coller à Attila le sobriquet de « fléau de Dieu » et répond simplement: on peut le dire. Oreste remarque: pendant la guerre avec l'Empire d'Orient, j'ai remarqué que les pauvres et les indigents nous accueillent souvent comme des libérateurs. On observe le même phénomène ici. Les masses populaires, oppressées par le pouvoir et pressurées par le fisc, n'ont aucune raison de se battre contre nous. La majorité des Gaulois sont hostiles à la domination romaine et attendent l'issue de la confrontation. Nos communications et nos convois ne sont pas dérangés. Nous sommes impressionnés par la grande armée, réunie sous les drapeaux d'Attila, et par sa discipline. Vous avez raison de nouer des relations de bon voisinage avec notre armée sur les champs cataloniques. Je vous parlerai très franchement. Attila n'organise pas de raids éclairs de sa cavalerie au sud de Gaule, bien que beaucoup de nos officiers étaient, pendant plusieurs années, mercenaires d'Essius et connaissaient bien le pays. Il est plus intéressé par la prise des villes avec l'aide des machines de guerre et de l'infanterie germanique. Ces victoires locales contribuent à la cohésion de son armée multinationale et à la consolidation de son empire. C'est pourquoi vous devez être très prudent. Merci pour votre sincérité. Dites-moi, les chrétiens se sentent-ils bien dans l'Empire du Nord ? Moi-même je suis chrétien, la diaspora gréco-romaine dans la capitale grandit. Nous avons notre évêque qui voyage beaucoup en Dacie et en Crimée. Il existe aussi un évêque arien pour les peuples germaniques. D'ailleurs, ils sont mariés tandis que je sais que beaucoup d'évêques ne se marient pas. Que pensez-vous de cette question ? Le célibat sacerdotal a été recommandé au début du siècle dernier par le concile d'Elvira, mais il n'est pas beaucoup respecté. Un exemple récent, le pape Innocent était un fils du pape Anastase.
Mais les pensées de loup sont loin de ce problème, il s'adresse à Oreste. Pouvez-vous transmettre ma demande à Attila? J'essayerai de vous aider mais je ne peux malheureusement rien vous promettre car Orléans refuse de se rendre. Si le siège continue longtemps nos soldats seront énervés. On dit que si Attila donnait l'ordre d'épargner notre ville, ses soldats ne toucheraient pas même une poule. Oreste sourit, c'est vrai. Sans aucun doute. Aurelieni Civitas, la ville de l'empereur Aurélien, ou Orléans, était une ville stratégiquement importante et bien fortifiée au bord de la Loire, un carrefour de routes animées. L'évêque de la ville, Aignan, un ancien architecte, a renforcé tours et murs et a effectué d'autres préparatifs pour un siège de longue durée. L'armée une s'approche de la ville fin mai et au bout de 2 semaines Aignan comprend que la ville ne peut résister longtemps. Pendant ce temps, le patrice Essius réunit près d'Arles une grande armée. Il a fallu pour cela négocier longtemps avec le roi wisigoth Théodoric, qui a d'abord déclaré qu'il n'interviendrait pas dans le conflit entre Attila et les Romains à cause de la princesse Honoria. Essius le persuade que le but véritable des Huns était la punition des Wisigoths qu'ils considèrent comme leurs vassaux fugitifs. Salvien, que l'empereur Valentinien a envoyé de nouveau à Essius comme officier de liaison. Est frappé avec quelle facilité Essius cède aux revendications de l'élargissement de l'autonomie jusqu'à l'indépendance de fait de la part de ses plus forts alliés barbares, les Wisigoths, les Francs et les Burgondes. Il n'y a maintenant aucune autre solution. Lui explique Essius. Il faut sauver l'Empire à tout prix. On verra plus tard comment faire. Seulement avec l'aide d'Avitu, ancien préfet du prétoire de la Gaule, qui, on ne sait pas pourquoi, était un grand ami du roi Théodoric, Essius réussit à convaincre Théodoric de participer aux opérations contre Attila. Cet ancien officier d'Essius vivait alors en retraite dans sa riche villa en Auvergne. Sur la demande d'Essius, il a rencontré Théodoric, a promis de la part du patrice tout ce qu'on pouvait promettre, et a amené l'armée wisigothe à Arles. Ensuite, le poète Sidoine Apollinaire, qui était son gendre, a décrit cet événement en vers. Les bataillons habillés de peau se sont placés derrière les clairons romains. Essius peut commencer son mouvement prudent vers le nord. Personne ne le presse de rencontrer l'adversaire terrible, sauf un messager venu miraculeusement d'Orléans assiégé à travers les cordons de la cavalerie une. Il arrive avec l'avertissement d'Aignan que la ville ne tiendra pas longtemps. Essius le savait. Mais il sait qu'Attila, qui se trouve en Gaule déjà depuis 4 mois, a commencé à renvoyer une partie de sa cavalerie vers la steppe. Près d'Orléans il y a peu de pâturage et pour le siège d'une ville il n'a pas besoin de centaines de milliers de cavaliers. Au sud, les forêts sont encore plus denses et il est clair que cette année Attila quittera la Gaule après la prise d'Orléans. Il faut donc arriver sous les murs d'Orléans, quand les Huns chargeront leur butin sur les chariots et commenceront de se retirer vers le Rhin. Il suffira alors de les suivre, en représentant cette poursuite très prudente comme une offensive, et d'envoyer à Ravenne des bulletins de victoire. Aignan a-t-il deviné ces pensées d'Essius ou a-t-il senti que les forces des défenseurs s'épuisaient et que la résistance ultérieure provoquerait la fureur des Huns et la mort certaine de tous les citadins et les soldats? Mais il décide de commencer les négociations avec Attila. C'était une décision difficile. L'exemple de Paris l'encourageait. Mais Orléans résiste aux Huns pendant 4 semaines. C'est vrai que les Huns n'ont pas encore attaqué la ville, ils étaient encore dans la phase de destruction des murs et des portes avec l'aide des béliers et des catapultes. Bien sûr, ils ont subi des pertes, mais pas encore assez pour provoquer l'acharnement des guerriers. D'ailleurs, au nord de la Gaule, des villes étaient détruites pour une moindre résistance.
D'autre part, Aignan doute beaucoup qu'Essius soit capable de vaincre Attila sous les murs d'Orléans et de libérer la ville. En effet, Attila a détruit plusieurs grandes armées romaines pendant la guerre avec l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident, cédé à 2 reprises sans bataille aux armées hunes. Relativement petite, venue en aide à Essius. Aignan n'a aucune certitude sur les intentions véritables d'Essius. Dans de telles conditions, il est ridicule de penser à une défense héroïque et au sacrifice de la garnison et des habitants. La conscience d'Aignan est tranquille. En effet, il a prévenu Essius qu'Orléans ne peut pas résister longtemps. Non, il ne doit penser qu'au sauvetage de la ville et ne pas continuer une résistance absurde et inutile. Attila rencontre Aignan assez froidement. Au début du siège, vous étiez prévenu de toutes les conséquences de la résistance. Vous savez parfaitement que je suis venu en Gaule sur l'invitation de votre princesse Honoria injustement privée de son titre d'Augusta. Vous savez aussi que le général Marcien à Constantinople est devenu empereur seulement grâce à son mariage avec Augusta Pulchérie. J'ai aussi l'intention de devenir votre empereur légal et de gouverner ensemble avec Honoria au lieu de cet incapable Valentinien que vous avez critiqué si courageusement pendant votre visite à Ravenne. C'est pourquoi vous deviez au moins rester neutre, et ne pas résister avec autant d'acharnement. Votre ville sera bientôt prise et rasée de la surface de la terre. Ayant détruit notre ville, vous resterez dans les mémoires pour les siècles suivants comme un conquérant cruel et impitoyable. Nous sommes prêts à cesser la résistance et vous ouvrir les portes. Je vous demande seulement de ne pas tuer les habitants et les soldats, de ne pas détruire et incendier la ville. Si nous faisons comme ça, nous garderons les vies de milliers de vos et de nos soldats. Alors la mémoire de votre acte noble sera transmise de génération en génération. Attila réfléchit. C'est vrai, vous avez raison. Ensuite il sourit. Je veux qu'on commence à me percevoir comme un futur co-dirigeant de l'Empire romain et le garant de l'ordre et de la paix. Les destructions des villes au nord n'étaient effectuées que par suite de considérations stratégiques et de la résistance des habitants. Aignan se réjouit de l'amélioration de l'humeur de l'empereur huns. Attila prend l'air sérieux. J'accepte vos conditions. Demain matin vous ouvrirez les portes et nos troupes, choisies pour cette opération, entreront dans la ville. Toutes vos armes doivent être déjà chargées sur les chariots. Nos guerriers expérimentés, ayant servi plusieurs années en Gaule et connaissant bien les coutumes et la vie romaine, visiteront toutes les maisons et confisqueront bijoux et autres objets de valeur. Vous comprenez certainement que c'est une petite punition pour vous être laissé imprudemment entraîner dans un conflit armé par une partie incapable de vous protéger. Prudent. Aignan préfère garder le silence. Tout se passe sans incident et en conformité avec l'accord entre Attila et Aignan. Orléans est sauvé de la destruction. Pour Attila, les tâches de la campagne de 451 sont accomplies. L'armée une, accompagnée de milliers de chariots chargés des trophées et du butin, commence son mouvement vers le Rhin. En ce moment, sur la rive sud de la Loire apparaissent les premiers détachements de l'armée d'Essius. Bientôt, le patrice entre solennellement dans la ville sauvée par Aignan et envoie à Ravenne un messager avec l'annonce de la libération d'Orléans et du début de son offensive. L'armée d'Essius comprend maintenant les cavaliers alains du roi Sangiban qui avaient hésité longtemps. Les détachements des Bretons, des Lettes et des Bagaudes du centre de la Gaule arrivent à Orléans. Une semaine plus tard, Essius, avec son armée augmentée, commence son mouvement vers la ville de Troie. Loup, évêque de Troie, encouragé par l'exemple de Geneviève et d'Aignan, sort de sa ville. Rencontre Attila et s'entend vite avec lui.
Il décide que Troie paiera le tribut aux Huns, ne participera pas aux actions militaires contre Attila et donnera des otages en garantie de cet accord. Lou est prêt à devenir lui-même un des otages afin de sauver les citadins, mais l'empereur Hun libère le vieil évêque après une conversation amicale. Les habitants de Troie perçoivent leur sauvetage comme un grand miracle et Lou, comme Aignan à Orléans et Geneviève à Paris, commence à être perçu comme un saint protecteur vivant de sa ville.